Bonjour Hassan Zerouki. Bonjour. La guerre d'Algérie, qui a marqué à jamais la mémoire collective des Français et des Algériens, et a influencé les mouvements démocratiques et libération des pays voisins, même au-delà. Et c'était 1,5 million de soldats français à participer dans cette guerre. Ils ont perdu, il y a entre 25 et 30 000 qui ne sont pas revenus. Et le peuple algérien a perdu entre des chiffres différents, selon les sources, 400 jusqu'à 1 million. Des centaines de milliers de morts. Voilà. Voilà. Et il y a à peu près 3 millions aussi qui sont envoyés au camp de concentration, si on peut dire, le mot, pour séparer des mouvements révolutionnaires. Enfin, un jour comme celle-ci, au printemps de 1962, le 19 mars exactement, il y a un cessez-le-feu qui met fin à ces 8 ans de guerre. Donc nous avons ce succès international, un échec de la politique guerrière et ça nous amène aux négociations à Evin. Oui, il y a eu les accords d'Évian. Bon, les accords d'Évian, il y a beaucoup de choses dessus. Les accords d'Évian, disons que c'est un compromis. Quoi qu'il en soit, le FLN n'était pas... Ils étaient en train de négocier avec, quand même, à l'époque, la troisième ou deuxième puissance mondiale. Hein. Donc, ils ont été obligés d'accepter un certain nombre de conditions. En fait, les accords d'Évian, il y avait plusieurs choses dedans. C'était... et ils instituaient des rapports de dépendance coloniale. Il y avait dedans, ils garantissaient, c'était écrit noir sur blanc, garantissaient les intérêts français en droit, y compris par la minorité européenne, et les biens acquis, les biens sociaux, les biens acquis. D'accord. Tout était garanti, et garantissait l'exploitation pétrolière sur la base de la concession, avec une petite royalty, comme ça se faisait au Moyen-Orient, en Algérie. Et il y avait les clauses militaires. Les clauses militaires n'étaient pas secrètes. La plus grande base navale de Méditerranée, c'était Mers el-Kébir, qui était une base de l'OTAN. Donc elle devait rester sous contrôle français pendant 15 ans. Un bail renouvelable tous les 15 ans. Un peu genre Guantanamo. La base navale de Mers el-Kébir et tout ce qui y allait autour. Il y avait les installations nucléaires françaises, au nombre de 4 ou 5 dans le Sahara algérien. Concédées sur un bail de 5 ans renouvelable, avec le droit de poursuivre leurs essais nucléaires. Et il y avait aussi, parmi ces clauses, je ne vais pas les citer toutes, l'Algérie devait faciliter les liaisons aériennes et mettre à sa disposition un certain nombre d'aérodromes dans le nord de l'Algérie pour les opérations militaires françaises. Et donc, le FLN a accepté tout ça, ce qui a créé des remous au sein même du FLN. Les plus radicaux, notamment au sein de l'ALN, le colonel Boumediene, ils étaient contre. Mais on était arrivé à un stade où la population algérienne aussi en avait marre de la guerre. Personne n'était prêt à encore repartir 1 an, 2 ans, comme certains radicaux du FLN, et on était convaincus. Donc, simplement, moi je suis tombé sur un rapport du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, publié par l'un des négociateurs dans son livre. Dans son livre qui s'appelle Évian. Reda Malek a publié l'extrait du rapport à la fin des négociations d'Évian. Il était écrit noir sur blanc. L'indépendance politique n'est qu'une étape, la révolution continue. À la réunion du Conseil national de la révolution algérienne en juin 1962,
c'était écrit noir sur blanc. Une fois l'indépendance, il faut passer à la deuxième étape, la décolonisation économique. Donc, c'était ça. Par la suite, les choses étaient claires. Alors, ce qui est incroyable quand on lit ces accords d'Évian, elle faisait le pari d'une Algérie, le pari d'une réconciliation entre minorités européennes, qui étaient 1 million d'habitants quand même, et les 9 millions d'Algériens, dans le cadre d'un État qui ressemblerait, disons, à l'Afrique du Sud. Avec des droits incroyables accordés à la minorité européenne. Comme par exemple, Alger, c'était 500 000 habitants, 600 000 à l'époque, 300 000 Européens, 300 000 Algériens. Oran, c'est encore pire. Oran, c'était 300 000 ou 400 000 habitants, dont 300 000 Européens. Les Algériens étaient minoritaires. Bonne, l'extrême sud d'Algérie, on leur garantit, les accords d'Évian leur garantissaient la gestion de leur quartier et avec leurs élus, etc., d'administrer eux-mêmes leur quartier, plus les biens acquis, plus la garantie des biens acquis, leur domaine, etc. Petite exception pour les grands domaines de la colonisation, les vignes. Là, De Gaulle ne pouvait pas faire autrement. La plupart des grands patrons des domaines étaient membres de l'OAS. Donc là, il a dit, OK pour une réforme agraire, mais négociable. La France est prête à... Ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'OAS a foutu tout ça en l'air. Ils étaient tellement fanatisés. Ils croyaient tellement à... Ils avaient même parié sur ce qu'on appelle une partition autour de la ville d'Oran. Ils avaient lancé un appel à tous les Européens de se regrouper à Oran. Parce que le gros de l'OAS, c'était à Oran. De se regrouper à Oran, de créer un État. Même le Mossad les a aidés, parce qu'il y avait une importante communauté juive qui a basculé malheureusement dans l'OAS. Et donc, on leur a promis, ils ont reçu des armes, donc les armes de l'armée française. C'est là où un général français a été assassiné, un colonel. Donc ça, c'est fin 61, 62. Oui. Et ils avaient mené une politique de destruction. La bibliothèque d'Alger qui était incendiée, 500 000 manuscrits, dont certains datent du Moyen-Âge, qui sont partis en fumée. Ils ont détruit 80% des établissements scolaires et universitaires, incendiés ou détruits à la bombe. Tous les jours, ils les faisaient exploser. Ils ont détruit toutes les recettes et contributions, les mairies, les cadastres. Selon l'expression de leur chef, le nom va me revenir, il a dit, on va leur laisser le pays tel qu'on l'a trouvé en 1830. Tout détruire, tout raser, ne rien laisser. C'est dans cette condition que FLN prend le pouvoir. Oui, et donc le gouvernement provisoire s'installe et après il y a Ben Bella qui devient... Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a eu une réunion justement de ce fameux Conseil national de la résistance algérienne. Il y avait une crise au sein des instances du FLN entre ce qu'on a appelé les militaires et le GPRA. Les militaires n'avaient pas tort sur un point, c'est l'instance suprême du FLN, c'était le Conseil national de la résistance algérienne. C'était lui qui a institué le GPRA, et le GPRA avait un mandat fixe, c'était la négociation. Voilà, jusqu'à l'indépendance. Donc son mandat se terminait en 62. Les choses ne sont pas passées comme ça. Eux, ils voulaient peut-être... parce que c'était des libéraux en général, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont lâché en négociant les accords d'Évian. Et peut-être encouragés aussi par les Français, oui, les États français voyaient en eux des interlocuteurs avec qui on pouvait s'entendre.
De Gaulle dira même qu'on aurait dû s'entendre avec eux dès 1956. Il ne fallait pas attendre qu'il y ait une guerre. Et donc, ils ont voulu se maintenir au pouvoir. Ils ont fait, à mon avis, l'erreur de leur vie. C'est d'avoir destitué l'état-major de l'armée de libération. C'est-à-dire Boumedienne et ses deux adjoints ont été destitués de leur commandement. Ce qui s'est passé, c'est que la grande majorité de l'ALN s'est retrouvée solidaire avec l'état-major. Et Ben Bella, lui, qui jouait son propre jeu, s'est mis du côté des plus forts. Et comme eux, ils avaient besoin de quelqu'un de connu, c'était le plus connu dans la population. Il était populaire, il ne faut pas lui dénier tout ça. Donc, ils l'ont soutenu. Et à l'issue de lui, il a été maire, à l'issue de son Conseil national de la résidence algérienne, qui a adopté ce qu'on appelle un programme, le programme de Tripoli, qui était un programme d'inspiration socialiste. Tout le monde l'a, je me demande s'ils l'ont lu, tout le monde l'a voté, tout le monde savait qu'une fois l'indépendance acquise, on allait nationaliser, on allait opter pour le socialisme. Donc lui, ils ont réussi à faire adopter ça, et il a fait ce qu'on appelle un constat de carence. Les gens du GPRA ont assisté à ce conseil. Quand ils ont vu qu'ils étaient en minorité, ils sont partis. Et lui, il a profité de ça. Il a fait adopter un constat de carence, et il a eu une majorité de membres avec lui. Et à partir de là, eux, ils sont partis parce qu'ils voulaient faire élire un bureau politique. Donc en quittant, ils ont fait échouer l'élection du bureau politique parce qu'ils n'avaient pas la majorité des 2/3. Mais bon, pour lui, considérait qu'il avait la majorité, que le mandat du GPRA était terminé, qu'il fallait laisser place aux autres. Et donc il y a eu une crise grave. Pendant que l'OAS massacrait, les Algériens, après l'indépendance, était arrivé, les Algériens sont sortis dans la rue et dansaient, tout le monde ignorait qu'il y avait une crise au sein du FLN. Donc une crise qui a donné lieu à des affrontements armés. Une partie de l'ALN de l'intérieur a soutenu le GPRA. Donc, est pris position contre Ben Bella, président. Oui, oui. Parce que pris position, pas clairement, mais... Pas clairement, mais ils n'ont pas accepté, ils n'acceptaient pas que Ben Bella, avec Boumedienne, voulait créer une armée nationale populaire et d'être intégré et être commandé par des gens qui ont passé une partie de leur guerre en Tunisie. Alors qu'eux, c'est eux qui ont subi le choc. Donc ils se considéraient comme les plus légitimes à prendre en main le destin de leur pays. Voilà. Donc il y a eu des affrontements, mais ceux qui ont fait cesser les affrontements, c'est les Algériens, encore une fois. Ils sont sortis par milliers dans les rues d'Alger, ils se sont interposés entre les combattants au cri de 7 ans, ça suffit. Et ils ont été dans les hôtels où étaient les dignitaires du FLN pour les chercher la nuit, pour leur demander d'arrêter. Et dans cette mobilisation, les communistes ont joué leur rôle, les militants de base du FLN et l'Union générale des travailleurs algériens qui a lancé l'appel. Et donc c'est ça qui était une des composantes, non, mais une alliée de CGT. À l'époque, non. À l'époque, non, je crois pas. Il avait une approche indépendante, oui, très proche voilà, de CGT. Ils étaient, voilà. Oui, voilà. Et donc, c'est-à-dire, bon, c'est un point que je ne connais pas bien, quels étaient les rapports avec la CGT. Mais toujours est-il... Pour le situer politiquement. Oui, toujours est-il que les syndicalistes algériens, ce qui n'a pas plu d'ailleurs à Ben Bella, quand il a pris le pouvoir, parce que dans la logique du FLN, l'UGTA a été créé par le FLN, ce qui est vrai. Le FLN en 1956, congrès de la Soumam, a créé une organisation de femmes, une organisation syndicale, une organisation de jeunesse, une organisation des commerçants, qui existe jusqu'à maintenant. Union générale des commerçants algériens, Union générale de ceci et de cela. Et donc,
Pour lui, l'UGTA qui décide comme ça de se proclamer autonome, c'était inconcevable. C'est une création du FLN, donc elle devait obéir au FLN. Et donc, ça mène à mettre à l'écart Bembella et Rouari Boumedienne qui prend le pouvoir. Ça, c'est 3 ans après. 3 ans après. 3 ans après, c'est-à-dire là, après, c'était une situation beaucoup plus complexe. Ça mérite un débat à part. Bien évidemment. Oui, un débat à part. Ce qui s'est passé, c'est que là aussi, comme pour le 11 décembre 60, comme pour la manifestation 7 ans, ça suffit, les gens du FLN ont été pris de vitesse. Et ce qui a fait que les accords d'Évian, il n'y a pas eu que l'OS qui a foutu en l'air les accords d'Évian, mais les travailleurs algériens qui ont occupé toutes les entreprises et tous les domaines coloniaux et qui ont mis en place des comités de gestion avec l'aide du syndicat UGTA et avec l'aide des combattants de base du FLN. Alors que les gens qui étaient à la tête du FLN, pour eux, l'indépendance, et ensuite on récupère les domaines des colons, mais c'est pour se les s'approprier. Il y avait cette idée aussi. On voulait se partager les terres des colons, privatiser, c'est-à-dire elles passent d'une main à l'autre. Et les ouvriers agricoles, en occupant ces terres, en constituant des comités de gestion sur le mode de ce qui existait en Yougoslavie, par la suite on leur a donné le nom d'autogestion, ils ont foutu en l'air tous les calculs, qui étaient tous les calculs de certains dirigeants du FLN qui voyaient une Algérie libérale, qui se voyaient à la tête de grands domaines pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants, etc. Il y a eu les comités de gestion dans les entreprises et sur les terres des colons, que Bembella, plus malin que les autres, parce que c'était un populiste, il n'était pas marxiste, il est devenu plus ou moins marxiste, a instrumentalisé en disant, moi je me réfère au programme de Tripoli, donc qui a été programme du CNRA 62, on a décidé d'opter pour le socialisme. Le peuple a occupé, les travailleurs ont occupé les terres, les entreprises sont pour le socialisme, donc ce sera le socialisme. Donc, mais son socialisme, lui, un peu anarchique, il a nationalisé partout, il y a eu des comités de gestion qui fleurissaient un peu partout, y compris dans des hôtels et des restaurants. C'était un peu l'anarchie au départ, mais et au sein du FLN, il était soutenu par ce qu'on appelle le courant de gauche du FLN, qui lui voulait structurer la future Algérie à partir de ce mouvement autogestionnaire. Et en 1964, contre l'avis d'une autre fraction du FLN, les Boumedienne et compagnie, qui lui n'était pas opposé au socialisme, mais lui il était pour un socialisme par le haut, autoritaire, vertical. Mais voir des gens à la base qui viennent élire leurs délégués et lui dire ce qu'il doit faire, ça pas. Ça, il n'en voulait pas. Mais donc, il était pour ce qu'on appelle un socialisme étatiste. Mais tous ceux qui l'ont soutenu dans le coup d'État n'étaient pas sur cette ligne. Parce que le coup de force contre Bembella a été organisé par des équipes, par un groupe qui avait des sensibilités différentes. Il y en avait qui voulaient carrément parler de socialisme islamique. D'autres parlaient de libéral. Ils voulaient carrément opter pour... Et là aussi, il y a eu par la suite des décomptations au sein du régime algérien, sous la période de Boumedienne, qui s'est débarrassé. Comme Bembella s'est débarrassé des libéraux et de ceux qui l'ont soutenu pour arriver au pouvoir, et il voulait se débarrasser aussi de Boumedienne, mais l'autre l'a pris de vitesse. Boumedienne aussi s'est débarrassé de tous ceux qui l'ont soutenu, de soutenir, mais sur une base politique. C'est-à-dire, lui, il était pour un certain type de socialisme, disons, étatique, bureaucratique, et les autres étaient contre.
Donc après certaines années, plusieurs années de présidence de Boumedienne, qui tombe malade et qui décède, l'État algérien devient ingérable, si on peut dire. Non, non, il ne devient pas ingérable. Non, 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 non. Boumedienne comme Bembella croyait. Bembella croyait qu'il avait. Non, après. Oui, oui, Boumedienne, oui. Boumedienne a fait la même erreur que Bembella. Il croyait avoir le peuple avec lui. Et puis, Bembella était beaucoup plus charismatique. Il pensait qu'il était intouchable, il y a le peuple. Mais il n'a jamais pensé à organiser. Boumedienne, pareil, au départ les gens ne l'aimaient pas, mais après il a réussi à s'imposer. Et donc il a mené une politique beaucoup plus, disons, cohérente, répressive. Là, ça a été un régime très répressif contre les communistes avant qu'ils décident de s'allier aux communistes. Mais très répressif. Mais Boumedienne, pareil, il pensait à une voie socialiste dans laquelle il concilie l'islam et le marxisme, même s'il ne disait pas marxiste. Et donc il ménageait à la fois ce qu'on appelle les islamo-arabistes, arabo-islamiques, et sa gauche. Sa gauche qui était une gauche étatique, quelques marxistes, etc. C'était ça. Et il a fait la bêtise de sa vie, c'est qu'il a, sous la pression au début du coup d'État, il a accepté la création de ce qu'on appelle des instituts islamiques de formation. Où il y avait des étudiants qui venaient pour former des imams. Quand il s'est rendu compte que ces instituts islamiques formaient autre chose que des imams, mais que ça a été à partir de là que la mouvance islamiste s'est constituée, et il les a dissous, c'était trop tard. Les germes étaient déjà. C'était déjà trop tard. Et ensuite, il y a eu sa maladie, on ne sait pas très bien comment il est tombé malade, c'est bizarre sa maladie. La maladie, au moment où il a commencé à donner un coup de barre, y compris sur le plan politique. Il avait démis de leur fonction d'état de ministre, il avait appelé un ministre de l'éducation qui était un intellectuel du FLN, Mustafa Al-Sharaf, qui a annoncé la couleur, on arrête la politique d'arabisation, on revient au bilinguisme, et il a commencé comme ça. Et les problèmes sont nés à partir de là. Durant sa maladie, il s'est fait des ennemis au sein de l'armée, au sein du FLN, et donc, en plus, il s'est appuyé sur la gauche pour mener sa politique, notamment le mouvement universitaire étudiant. Les communistes le soutenaient, une partie des trotskistes, mais pas tous. Mais il n'a pas eu le temps de structurer tout ça. Il voulait créer un parti d'avant-garde qui dissout le FLN et créer un parti composé uniquement de socialistes. C'est dans un interview qu'il a donné à un journal égyptien où il a annoncé les couleurs. Les problèmes sont nés à partir de là. Quand il est mort, il y a eu ce qu'on appelle un véritable coup d'État. C'est-à-dire, Bouteflika pensait qu'il allait lui succéder. Bouteflika, dans cette histoire, on ne sait pas exactement ce qu'il pensait à l'époque. Moi, personnellement, selon les anciens militants, Bouteflika était on disait qu'il représentait l'aile américaine du Conseil de la Révolution. Le Conseil de la Révolution, c'est l'instance qui dirigeait le pays sous Bembella, sous Boumedienne. Qui était ministre des Affaires étrangères. Oui, oui. Donc lui, il représentait l'aile droite. Et Boumedienne et quelques-uns représentaient l'aile gauche. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, je pense que... Bon, toujours est-il que... Et Yahyaoui, oui, il avait son opposant, le chef du FLN, Yahyaoui, était l'aile gauche. Et donc... après Boumedienne, qui est-ce qui arrive? Oui, donc ces deux-là, on pensait que l'un des deux... entre le colonel Yahyaoui et Bouteflika, l'un des deux devait lui succéder. Les communistes à l'époque et les progressistes soutenaient le colonel Yahyaoui.
ce colonel Yahyaoui, à mon avis, c'était plus un proche de Kadhafi qu'un proche, disons, une politique. Mais ça veut dire que c'était ce période-là qui, au lieu Ouais. d'État, on a une commission, c'est ça, commission, c'est... Oui, mais non, ça s'est passé dans le secret le plus total, où entre quelqu'un qui était proche des soviétiques, c'était Yahyaoui, et Bouteflika, dont on ne savait pas exactement, mais tout sa le monde avait, tendance. oui, tout le monde avait peur de lui, Mhm. à tort ou à raison. Mais c'est pas, il n'était pas né de la dernière pluie, hein, c'était un homme redoutable, manœuvrier. Ils avaient peur de lui. Les militaires, la sécurité militaire et service secret algérien, qui était la deuxième, qui était la police mise en place par Moumédienne, ont fait pencher la balance en faveur du colonel Chadli. Mhm. Ils ont trouvé, avec toujours un calcul, Chadli était le plus âgé dans le plus haut grade. Mhm. Donc on l'a choisi parce que c'était le plus âgé dans le plus haut grade. Colonel Chadli, avec l'idée qu'on avait affaire à un imbécile, Qu'on peut gérer. et il est là pour 2-3 ans. Une fois qu'il aura mis les choses en place, on le débarque et on prend maintenant le pouvoir. Et du même coup, ils se sont débarrassés des plus dangereux pour eux, Bouteflika d'un côté et Yahyaoui de l'autre. Et Chadli Bejdid donc s'est retrouvé à la tête de l'État algérien. C'était pas un partisan du socialisme, loin de là. Lui, il a carrément libéralisé. Il a libéralisé, c'est-à-dire avant les Algériens, pour quitter l'Algérie, ils avaient besoin d'une autorisation de sortie, comme les pays de l'Est. Donc plus d'autorisation de sortie. Celui qui a envie de voyager, voyage. Donc il a libéralisé, il a... Instaurer une certaine pluralisme politique. Après, mais au début, il a libéralisé, il a même libéré des détenus, c'est lui qui a libéré Bembella, il a... avant qu'il serre la vis. Et il a joué la carte de l'islam. L'arabisation totale, sous lui, en 5 ans, la langue française devait disparaître, tout simplement. Il y avait un plan en 5 ans. On devait arabiser toute l'administration, les écoles, les universités, etc. Tout devait être arabisé en 5 ans. Et ça a provoqué les premiers départs de milliers et de milliers d'intellectuels qui ne parlaient pas l'arabe, qui ne connaissaient que le français. Même des ingénieurs, des gens de grande qualité. Cadres, oui. Non, mais c'était pas... Ça a provoqué, mais parce que ces cadres ingénieurs se sont retrouvés sous la coupe de gens qui ne parlaient pas du tout, qui ne connaissaient rien. Mais bon, ça dépendait des secteurs. Certains secteurs industriels, comme par exemple le pétrole, là, ils n'ont pas touché. L'anglais et le français continuent à fonctionner. L'armée, on ne touche pas. Parce que les militaires, pour eux, l'arabisation, ok, mais si vous voulez que demain on se fasse bouffer, vous n'avez qu'à arabiser. On ne veut pas d'une armée moyen-orientale. C'est ça leur discours. Donc l'armée, ils parlent en arabe, évidemment, leurs directives en arabe, mais les écoles militaires, tout fonctionne en français, et l'anglais depuis, et le russe. On oublie de le dire, ils sont tous formés dans l'académie Frunze en URSS, sont tous formés à l'école soviétique. Donc, il a libéralisé, il a ouvert ce qu'on appelait l'infitah. Il a commencé carrément l'ouverture économique, à casser les... Parce que sous Boumedienne, il y a eu ce qu'on appelle les grandes entreprises nationales. Les Algériens sont nostalgiques jusqu'à maintenant de l'époque Boumedienne. Il n'y avait pas de chômage. Il y avait un chômage, mais il n'y avait pas la pauvreté. Et il n'y avait pas tout ce qu'on voulait dans les magasins. Les gens faisaient la queue, comme à Moscou. Mais ils ont trouvé ce qu'ils voulaient. Personne ne se plaignait, personne... Avec Chadli, quand il y a eu la fameuse crise pétrolière de 86, tout est tombé à l'eau. La crise a commencé comme ça, les grèves ouvrières, les arrestations, les islamistes qui ont commencé à hausser le ton, qui ont commencé à demander carrément un État islamique, pacifiquement. Après, ils ont constitué des maquis. Au sein même du FLN,
un groupe d'officiers militaires et de dirigeants du FLN au congrès du FLN de 82, ils avaient passé une résolution pour instaurer tout de suite un État islamique. 82. Oui, 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 oui. Là, en 82, 83. Et comme lui, c'est la politique. Mais il ne faut pas le comparer quand même avec le khalifa islamique. Non, un État islamique, Voilà, un État islamique, disons une république islamique, pas fondée sur la charia, mais presque. Voilà. Et presque, c'est-à-dire où l'islam serait la référence. Et d'ailleurs, les cours d'éducation religieuse ont été renforcés dans les écoles primaires. Et ça a permis quand même à la mouvance islamique de squatter l'école, de prendre en main la jeunesse, à embrigader la jeunesse. Et trouver une grande audience qui Oui, arrive, oui, qu'on oui. arrive en Là, 92. oui, oui, l'audience, elle était par le biais de l'école et par le biais de la télévision, par le biais de la radio. Tout était entre leurs mains. À la télévision, Cheikh El-Ghazali, qui était le chef des frères musulmans égyptiens, imam de la mosquée El-Azhar, avait droit à une demi-heure, il vivait en Algérie, il avait droit à une demi-heure d'antenne tous les jours à la télévision algérienne, où en langage simple, il expliquait aux gens ce qu'il fallait faire et pas faire. Par exemple, quand Kateb Yassine est mort en 88, ce monsieur a eu le culot de faire un de ses sermons à la télévision en disant qu'Ateb Yassine n'était pas musulman, il ne faut pas qu'il soit enterré en terre musulmane. Le résultat, c'est qu'il a été enterré au centre de l'International, dans un cimetière musulman, tout le monde est venu. Donc, on a islamisé la société, disons une grande partie de la société algérienne, sauf les régions berbères. Donc c'est pas une surprise que dans cette société qui est islamisée, et on donne le droit de parole à des ayatollahs, entre guillemets, les cheikhs de Al-Azhar une demi-heure par jour, Oui. que les islamistes gagnent dans les élections. Oui, Voilà. après on arrive oui. en 92. Oui. Qu'est-ce qui se passe en 92? Non, mais ils gagnent. Comment ils gagnent? Quand il y a eu ce qu'on appelle octobre 88, le soulèvement populaire, il y a eu des arrestations. On a arrêté qui? On a arrêté les communistes, les progressistes et les trotskistes. Pendant près d'un mois, ils étaient en tôle. Les autres ont plongé dans la clandestinité. Pendant ce temps-là, pour soi-disant faire cesser les révoltes, Chadli Benjdid reçoit les chefs islamistes et les autorise à se constituer en parti. Et ils ont, pendant qu'on arrêtait les progressistes, les syndicalistes et les communistes, qui étaient à l'origine des événements d'octobre, et les islamistes avaient le terrain libre pour s'organiser en parti dans les quartiers populaires, ils avaient pris des choses en main. Quand les autres sont sortis, le terrain était déjà occupé. C'est-à-dire, c'est le pouvoir qui a islamisé. La société et même politique. Qui a islamisé, pas dans un but de vouloir un État islamique, qui a instrumentalisé l'islam pour se maintenir. Et pour garder le pouvoir. On a joué la carte islamique. On a joué pendant le parti unique et on l'a joué quand il y a eu le pluralisme. Le pluralisme, c'est là où le dernier carré, disons, là où les islamistes n'ont jamais réussi À s'infiltrer, c'est l'armée. L'armée était restée, et le syndicat UGTA. D'ailleurs, ils ont créé eux-mêmes leur propre syndicat islamiste du travail, qui a donné lieu à des batailles mémorables à coups de sabre devant les usines dans la zone industrielle d'Alger. Donc les syndicats et l'armée, une partie de la police échappée aux islamistes. Ils ont tenté de s'infiltrer, de s'implanter, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Et une partie de la société civile quand même, la société civile, les femmes et tout, dans les grandes villes, Oran, Alger,
Ils étaient quand même 1 million dans les rues en 91 à demander l'arrêt des élections, ce qu'on appelle la société civile, femmes et hommes. Et donc, il y a eu les élections. Les élections, la grande connerie encore du régime algérien, au lieu de faire des élections à la proportionnelle, on aurait évité peut-être toute cette guerre civile. Ils ont opté au système français. Majoritaire. Système de découpage majoritaire à 2 tours. Ce qui fait que les islamistes, grâce à ce système, ils ont eu, du premier coup, ils ont frôlé la majorité absolue dès le premier tour. Alors que s'ils avaient... En proportion. En proportionnel... Ils avaient 30%, c'est ça? Même pas. Même pas. 24%. 24% des inscrits. C'est-à-dire sur 100 députés, 24 députés. Le FLN qui avait eu 16%, c'était quand même pas mal, aurait eu 16 députés. Or, le FLN, eux, avec ce système de découpage, ils ont obtenu quelque chose comme 48% des voix à l'Assemblée, de députés. Le FLN qui a eu 16% de voix, juste derrière, et il n'a même pas eu... Fils, donc vous êtes le fils. Fils. Le fils, avec 40% de voix, il a eu la majorité, presque la majorité absolue. Le FLN, avec autour de 20% par là, il a eu 15 députés. C'était anormal. Normalement, il aurait dû avoir 200 ou 300 députés. 15, par leur système de découpage. Et ici, on voit en face, dans le pouvoir, qu'il y a une équipe de janvieistes qui s'organise. C'est quoi? Aujourd'hui? Non, janvieistes de 92. Non, c'est les Ceux qui aillent chercher quelqu'un... Les militaires, d'abord, ne faut pas croire qu'ils étaient pour l'arrêt tout de suite. Il y a eu, au sein de la société civile, constitution de comités de défense de la République. Un peu partout. Où ils disent, à la tête de ces comités, le secrétaire général de l'UGTA, Ben Hamouda, qui avait dit, on n'a pas fait 7 ans de guerre pour que ces gens arrivent au pouvoir. Il n'est pas question qu'ils passent. Nous allons paralyser le pays. Dans toutes les entreprises, dans toutes les administrations, les syndicalistes, les comités se sont organisés un peu partout. Et dans les régions berbérophones, ils avaient carrément pris les armes. Dans les Aurès, ils ont déterré les armes. Il n'est pas question qu'ils... Et donc on était à une situation d'implosion. D'autant que Chadli Benjedid n'a pas joué un rôle très net dans cette histoire. Il était prêt à cohabiter et il avait donné des gages aux islamistes en contrepartie de le laisser au pouvoir, de démettre de leurs fonctions un certain nombre de militaires. C'est-à-dire une cassure. Un pouvoir partagé avec les islamistes quand même. Voilà, oui, partagé, le pouvoir de cohabitation. Voilà. Et une fois qu'ils ils contrôlaient déjà les mairies en 90, il y a eu des élections, toujours sur le même système, et ils avaient pris en main 54% des mairies, des 1400 mairies communes algériennes, et dans la ville d'Alger. Ils avaient déjà... oui, d'ailleurs c'est dans les mairies qu'ils ont fait ils ont commencé à faire les cartes d'identité, les papiers, et donc ils avaient les mairies, ils avaient géré les mairies. C'est à partir des mairies, qui était l'embryon du futur État islamique, tout de suite, la première chose qu'ils ont fait, les communes algériennes s'appellent Assemblée populaire communale. Ils ont barré Assemblée populaire communale alors que c'est inscrit dans la Constitution, que soi-disant ils respectaient, et ils ont remplacé ça par commune islamiste, Baladia Islamia. Ensuite, ils ont créé des marchés islamiques. Ensuite, plus grave, moi ça m'étonne, en France on ne dit jamais, ils ont commencé par détruire, par exemple, la ville de Tlemcen. Tlemcen a été la capitale du Maghreb
à l'âge d'or de l'islam. Ils ont fait fermer les 520 écoles de musique andalouse qui existaient depuis le Moyen-Âge, que les Français n'ont pas touché. Ils les ont fait fermer. Ils ont fait des autodafés avec des instruments qui datent du Moyen-Âge. Le rarbablaté, une espèce de gros violon qu'on joue comme ça, qui date. C'est-à-dire tous ces éléments historiques, ils sont détruits. Oui. Ils ont fait pareil dans une autre ville à côté d'Alger qui s'appelle Koléa, qui est aussi une ancienne ville datant de l'époque andalouse. La même chose, ils ont fermé les conservatoires, détruit les instruments de musique. Le conservatoire d'Alger, il fallait faire habiter les gens des bidonvilles. Eh ben, ils l'ont fait habiter là-dedans. Les mecs sont arrivés, ils ont jeté les pianos, les instruments de musique, brûlé les trucs, et ils ont habité, ils ont squatté. Donc, et ils ont commencé à faire fermer tous les magasins qui vendaient de la musique, qui vendaient, fermer les cinémas. La cinémathèque algérienne a été fermée. Fermée, et ça, c'est bien avant. Ça, c'était bien avant qu'ils prennent le pouvoir. Les concerts de musique, en France, on ne connaît que le concert de Souza, comment elle s'appelle, la chanteuse portugaise. C'était quoi son prénom? J'ai oublié. Bon. Elle vient pour faire un concert. Impossible de faire le concert de sa tournée. Manifestations, ils sont arrivés par milliers pour... Linda de Souza. Donc, pas de concert de Linda de Souza. Pas de concert de musique, là où il y avait un concert de musique. Pour nous, ça paraît très léger, mais c'était ces concerts de Linda Souza, c'était une histoire qui est très importante. Ça veut dire non. C'est-à-dire, au niveau international, elle était connue. Voilà. Mais, quand il fermait un chanteur local, ça ne faisait pas de bruit ici. Voilà. Linda de Souza, ça a permis de faire éclater, la chose. Par exemple, il y a Tahar Fergani, c'est ce qu'on appelle un chanteur de Malouf. Le Malouf, c'est chanté dans l'Est algérien, en Tunisie. C'est une musique datant de l'époque andalouse, traditionnelle, des chants qui datent du 9e siècle. Et il vient naïvement. Même moi, je ne pensais pas que... Moi j'étais naïf. J'ai dit quand même, Tahar Fergani, c'est le chanteur de Malouf. Le Malouf, c'est des chants religieux du Moyen-Âge. Eh ben, et il a été obligé de plier bagages, interdit, la yajouz, ça, la charia ne permet pas le chant. Et donc, même lui a été, à partir de là, comme ça, les gens commençaient à voir, si on interdit un chanteur de chant traditionnel, dans son... C'est les racines quand même, racines musulmanes, culturelles. Si on interdit ça, c'est pire que l'Arabie Saoudite. Et en fait, c'est ça qu'ils avaient le modèle, c'est le wahhabisme. C'est le wahhabisme. Moi, je comprends qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas de passé. Et en Algérie, il y a un passé. Il y a un passé phénicien, un passé romain, un passé berbère, comme on dit, les royaumes berbères. Et il y a le passé musulman, les villes algériennes. Surtout la période abbasside, quand même. Oui, avant la période abbasside. Même avant. Oui, avant. Il y a la période omeyyade et la période romaine. On ne peut pas comme ça, la période andalouse, la fermer. Dire que ça n'existe plus. J'ai dit, les Français ont essayé, mais ils ne sont pas parvenus. Ils avaient les Saint-Simoniens qui faisaient partie, les militaires français, qui faisaient partie des Saint-Simoniens, ont permis de sauver une partie du passé algérien. Les Saint-Simoniens ont quand même essayé de sauver une partie du patrimoine. Et ils n'ont pas interdit aux Algériens de chanter dans leur... de continuer la musique traditionnelle. Au contraire, à par moment, ils ont quelqu'un comme le compositeur Saint-Saëns était venu à Alger, il a encouragé ça. Et grâce à lui qu'un conservatoire de musique andalouse est ouvert à Alger, c'est le grand compositeur Saint-Saëns. Donc tous ces mécontentements du peuple
ça mène à certains dirigeants de l'État à penser arrêter le processus électoral. Avec l'appui d'une partie de la population. Voilà. Dans le mouvement pour arrêter les élections est parti de la base. De la base, comme vous venez de Voilà. l'expliquer. Voilà. Donc c'est parti de là. Mm. Pas pour les mêmes intérêts, parce que Bien je sûr. pense que certains clans du régime, je n'ai pas tout à... En tout cas, la totalité n'était pas acquis pour islamistes. Non, ils n'étaient pas acquis. Non, ils n'étaient pas acquis. Voilà. Moi, j'ai discuté avec des officiers, ce qu'on appelle les novembristes, qui sont à la retraite, qui étaient d'anciens officiers de l'armée de libération dans la guerre. Donc ils avaient leur mot à dire. Non, il disait qu'on n'a pas fait... La guerre. Oui, l'islam a été un élément de la guerre d'Algérie, mais les islamistes en tant que tels, au sein du... Ils n'avaient pas joué un Au sein rôle. du FLN, ils étaient inexistants. Mm. Ils étaient inexistants. Personne. Ils étaient inexistants, sinon, au contraire. Et dans cette période-là, qui est-ce qui gère la crise? C'est Général Taufir, non? Non. Ça, c'est ce qu'on raconte ici, le général Taufik. Non, c'est les militaires avec. Pour moi, c'est des cercles avec des civils, cercles politico-civils, militaro-civils, qui ont dirigé l'Algérie pendant un bout de temps, même si l'armée restait l'armée, pas le socle. pas les services secrets, la police politique. L'armée était au cœur du pouvoir, notamment le général Lamare. Et le général Lamare, qui était l'homme fort du pouvoir, c'était lui, c'était pas le général Taufik. D'accord. Donc, le général Lamari, ses adjoints, qui au départ étaient. Leur unité reposait sur un consensus anti-islamique. Républicain, Voilà, on peut dire. voilà, un consensus anti-islamique. Ça n'allait pas plus loin. Ça n'allait pas plus loin. Donc ils sont allés chercher quelqu'un compétent pour... On leur a suggéré, ils ont d'abord demandé à Itabet. Mm. Ensuite, ils se sont tournés vers plusieurs personnalités et puis ils ont été chercher le Boudia, fondateur du FLN. Qui, ça faisait longtemps, qui n'était pas venu en Algérie qui avait quitté depuis l'Algérie. 30 ans. Oui, depuis 1963. Et Donc on il était arrive. 25 ans. Voilà, à peu près 26-27 ans qu'il n'était pas revenu. Il vivait à côté au Maroc. Voilà. Et il était à la tête d'un parti de la Révolution socialiste, qui existait Laïque socialiste. comme marxiste-léniniste. Voilà. C'était un parti radical, même si lui, par la suite, qui existait uniquement dans le mouvement universitaire. À l'université, on les appelait les maoïstes. C'était des maoïstes, ils étaient pour la ligne de Mao. Donc c'était le parti de Boudiaf, et qui existait aussi clandestinement, quelques militants du FLN, sans doute peut-être aussi dans l'armée, chez les universitaires. Donc il avait... Et Boudiaf lui-même avait ses partisans au sein du FLN. Donc, Général Aron. Dans la vieille garde du FLN, tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont connu avant la guerre, qui continuaient à lui vouer un respect. Donc, Général Ali Aron qui va le chercher. Ali Haroun était responsable de la Fédération France du FLN pendant la guerre, et qui était membre du PRS, du parti de Boudiaf, avec un autre qui était ministre de l'Information, qui a été assassiné aussi, et qui était aussi Belkhaïd. Belkhaïd qui était, je dirais, Belkhaïd qui était le penseur, plus qu'Ali Haroun. Belkhaïd était, je dirais, l'un des penseurs de l'arrêt du processus électoral. Et qui était membre... Si j'ai bien compris, vous voulez dire penseur principal. Politique, idéologique, qui avait une vision... Qu'il y a cette solution. Et qui avait ses relais qui avait des relais partout, dans l'armée, dans la société civile, dans l'université, dans la FLN, et qui était, on l'a appris par la suite, membre du parti de la Révolution socialiste. Il était un gars de Boudiaf.
À l'époque, il était ministre de l'Information de Chadli Benjedid. En tant que journaliste, on s'entendait très bien avec lui. Je me rappelle qu'entre les deux tours, il nous a réunis en tant que journaliste et il nous dit rien n'est encore joué, on a le temps. Alors on lui a demandé, mais comment? Oui, oui, on lui a demandé, parce qu'on on le tutoyait, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il leur a dit, vous serez informés en temps utile. Il savait qu'il allait avoir un arrêt. Donc, pour moi, disons que c'était lui l'un des stratèges de ce coup d'arrêt. D'accord. Voilà, le coup d'arrêt qui a mis en place, qui avait ses réseaux dans les milieux de la gauche internationale, y compris chez les socialistes français, hein, communistes, socialistes. Voilà. Donc Belkaïd qui a été assassiné par la suite. Mais ça ne dure pas longtemps, sa présidence, c'est ça? C'est ça, 6 mois. Oui, ça crée beaucoup d'espoir, beaucoup de... Espoir, et il a été assassiné dans des circonstances, je dirais, un règlement de... Il a été victime d'un règlement de compte, sans doute, au sein du pouvoir. Parce qu'il voulait donner un coup de balai. Il était soutenu par des militaires, par un coup de balai, mettre fin à la corruption. Pas tout le monde. Mettre fin à la corruption. Repartir. Donc il a fait, à mon avis, il a fait peur. Et donc, pour en savoir plus, il faut lire le livre de son fils. On y raconte un peu, même s'il y a certaines choses dans le livre qui sont un peu exagérées, mais disons qu'au fond, il y a... Mais en tout cas, l'assassinat de Boudiaf a arrangé tout le monde. Les premiers à applaudir, ça a été les islamistes. Ils ont dit le tyran est mort. D'accord. Mais ils n'ont pas gagné. Donc non, il y a un comité, trois personnes qui prennent. Oui, qui prennent. Parmi les 3 personnes qui prennent, il y a Haroun, il y a Reda Malek dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'était toujours les républicains, les plus progressistes qui tiennent encore. Et il y a eu le ministre de la Défense, le fameux général Zerouane. Donc, un certain temps, c'est lui qui devient président, c'est ça? Oui, qui devient président, jusqu'à sa démission. Ouais. Et après, il est à la recherche de l'homme. Quand il a démissionné, voilà. Et alors, lui aussi, sa démission, moi je me fie aux dirigeants du Front islamique du Salut. C'est eux qui ont... influencé. Non, qui ont déclaré qu'il y a eu des négociations avec les islamistes. Il était contre. Et dans une déclaration, 3 déclarations que j'ai d'ailleurs, Boudjima Abounoua, par exemple, un des dirigeants du FIS, il a dit il était opposé au retour du FIS sur le terrain. Il s'est opposé aux OTAN. Ce que n'a pas apprécié en fait le général Zerouane, c'est l'accord conclu. Je dis ça... sans être très sûr, c'est ça? Oui. Mais je pense que tout... C'est une hypothèse. Oui, je dis ça en toute... sans être très certain, mais je pense que c'est ça. C'est une hypothèse parmi d'autres. Ce qui l'a poussé à démissionner, c'est quand il a appris qu'une partie de l'armée avait négocié avec l'armée islamique du Salut, la branche armée du FIS, et qui avait annoncé en 1997 une trêve suite à des négociations avec les partis des militaires. Or, lui, un mois auparavant, lui aussi a négocié avec les islamistes. Mais dans un autre cadre. Oui, de manière officielle. Ça a duré longtemps. Mais Abbasi Madani, le chef des islamistes, voulait un retour à la situation de 91. L'autre lui a dit non. Et vous revenez sur le terrain politique, mais pas sous l'ancienne appellation, et à la condition que vous acceptez les règles républicaines. C'était clair. Et les négociations ont échoué parce que l'un des chefs islamistes, Ali Belhadj, qui était le ténor du mouvement islamiste à l'époque... C'était vice-président, mais vrai président. Oui. C'était le plus jeune aussi. Hein. Il a quarantaine.
avait demandé au groupe armé d'intensifier la lutte pendant qu'il négocie et de ne pas répondre, de ne pas baisser les armes. Et lui, il avait déclaré devant la presse, le dossier du fils est clos. Il ne veut plus en entendre parler, le dossier du fils est clos. Toute la presse, d'ailleurs, a titré sur ça. Alors, il dit le dossier du fils est clos, et dans son dos, il apprend qu'il y a eu une négociation. Donc il démissionne. Donc il démissionne, mais quand il a démissionné, ça a été une surprise. La démission a été annoncée d'après les éléments que j'ai. Hein. On a essayé de le convaincre de rester. Mais il n'a pas voulu rester. Et il fallait à tout prix trouver quelqu'un. Et comme d'habitude, ils ont tâtonné. Ce produit rare se trouve. Et ils ont trouvé Bouteflika. Mais Bouteflika, on lui avait déjà proposé en 94. On lui avait déjà proposé, et en 94, Bouteflika a refusé. Il a dit, ok, mais vous me donnez carte blanche. C'est-à-dire la totalité de pouvoir. Ah oui, y compris pour négocier avec les islamistes, etc. Voilà, donc carte blanche. Là, il a accepté. Alors, il a accepté, et les militaires, ou une partie des militaires, pensaient le tenir. Ça veut dire qu'ils ont donné verbalement carte blanche en pensant qu'on va le contrôler. Oui, ils pensaient le contrôler. Voilà. Sauf que lui, il avait déclaré à la presse qu'il ne veut pas être un président trois quarts, il veut être un président tout court. Et en parlant des généraux, il a dit, lui était commandant en 62, il a dit, je les ai tous connus à l'époque, soit ils étaient Jundi, Sam Jundi, soit ils étaient sergents. Aujourd'hui, ils sont généraux, donc ils étaient sous mes ordres. Donc, il a pu s'imposer. Il a pu s'imposer, sauf qu'il s'est trompé parce que l'un de ses généraux, le Lamari, était capitaine et il était l'instructeur de Nelson Mandela. On le voit sur une photo avec Nelson Mandela, il était habillé avec une casquette cubaine, les lunettes noires, il n'était pas gros comme plus tard. On le voit sur la photo, d'ailleurs c'est dans le spécial Humanité. On le voit avec Nelson Mandela avant que Mandela ne soit arrêté, en 1961 à la frontière tunisienne. Donc il était déjà gradé. Il n'était pas sergent comme il le... Mais je pense qu'il parlait des autres. Oui, parce qu'avec lui, il avait des... Oui, il parlait, je pense qu'il parlait du général Nazar, d'un certain nombre de généraux qui, effectivement, ils n'étaient pas sergents, ils étaient lieutenants. Ils étaient des officiers, lieutenants, ils n'étaient pas un haut grade. Et lui, Bouteflika, c'est vrai, il était au-dessus. Il était au-dessus, oui, il était au-dessus. On ne va pas... il y a même des traces matérielles. Voilà, même si on n'est pas d'accord avec sa politique, on ne va pas, disons, effacer ce passé. Et là, ce passé, c'est aux historiens de vérifier si c'est un passé fabriqué ou enjolivé. Enfin, il a ce passé, sa figure. C'est aux historiens de détricoter l'histoire de chacune des personnalités algériennes, le rôle qu'ils ont eu, la fonction qu'ils ont eue, et voilà, les alliances, etc. Donc pendant un, deux, même peut-être trois, c'est à vous de préciser, donc il a bien fonctionné, il a pu imposer sa politique. Oui, voilà, il a pu mobiliser l'État pour arrêter le terrorisme. Qu'est-ce qui n'allait... C'est à partir de quand qui a commencé les choses tournaient mal pour le président et pour le pouvoir tout entier. Quand il est arrivé avec une image, à mon avis, positive au sein de la population. Il ne faut pas le nier. C'est un résistant qui arrive. Oui, non, mais même positif. C'était le ministre des Affaires étrangères pendant une dizaine d'années de Boumedienne. C'est l'homme qui a fait expulser l'Afrique du Sud de l'ONU. Il a présidé l'Assemblée générale de l'ONU
où il a fait voter une résolution qui a fait expulser l'Afrique du Sud. C'est l'homme qui a fait admettre Yasser Arafat à prendre la parole à l'Assemblée générale de l'ONU, en dépit de l'opposition des pays occidentaux. Ouais. Donc on ne peut pas nier que sur un certain nombre de choses, il n'est été que le simple adjoint de Boumedienne. Donc c'est pas ça. Il est arrivé, donc il avait ce passé, il a fait des promesses, il était populaire, même si moi, je suis contre sa politique. C'est pas parce que je suis contre lui que je ne dois pas reconnaître Qu'il a fait quand même. qu'il bénéficie d'une certaine Capital de sympathie. sympathie populaire, ça on ne peut pas le nier. Et d'ailleurs, moi, ce qui un peu m'agace, c'est qu'ils disent, bon, aujourd'hui il est malade, il ne peut plus diriger, etc. Moi j'inverse la question. D'accord, il est malade, d'accord, il ne dirige plus, mais qu'est-ce qui explique qu'il est encore au pouvoir? Pourquoi il est encore au pouvoir? Pourquoi les gens votent pour lui? Pourquoi les gens ne sont pas indignés par la situation de paralysie du régime en raison de sa maladie? Pourquoi il n'écoute pas les partis qui demandent qu'on vote une procédure d'impeachment, comme on dit? Pourquoi la population ne sort pas et ne demande pas qu'on le démette de ses fonctions? Je crois que c'est ça qu'il faut. Une fois qu'on aura répondu à ça, peut-être qu'on expliquera un peu le fait que Bouteflika soit encore aujourd'hui au pouvoir. Moi je dis, parce que les élections algériennes, les élections présidentielles notamment, ont été marquées par un boycott, une abstention massive des Algériens. Mais sur le nombre d'Algériens qui ont voté pour lui, quand il y a un sociologue qui a fait un travail remarquable, il montre bien que les associations des anciens combattants et leurs familles, les associations de jeunesse, l'association ce qu'on appelle des enfants de martyrs de la guerre, avec leurs femmes et leurs enfants, il a fait le calcul, ça fait à peu près les syndicats, organisations de masse, FLN, l'institution, la haute administration, toute l'administration vote pour lui. Ça fait un total de 3-4 millions de voix. Sur un nombre de votants de 5-6 millions, il a la majorité. Pour moi, si on peut dire que les élections passées, elles sont discutables, mais la dernière de 2014, où il était absent, moi je crois que j'en suis persuadé, je crois que je l'ai écrit dans les mails, il a été élu normalement. 2014. En 2014, oui. Je crois que là où il y a eu, à mon avis, malversation, si on veut, c'est au niveau du taux de participation. Je pense que le taux de participation était plus bas. Il a été en dessous de 50%. Ça veut dire, vous voulez dire que ceux qui sont participés, à peu près le pourcentage de votants pour lui, c'est pour lui. Oui, mais ils ont augmenté la participation pour dire que le boycott et tout ça n'était pas... Dans cette histoire, c'est que le principal parti algérien aujourd'hui, c'est le parti abstentionniste. Malheureusement, il y en a dans plusieurs pays. Oui, c'est le principal. 60% de gens ne votent pas. Je crois que là, Ils sont déçus de la politique. Voilà, c'est le fait aujourd'hui principal. Le reste, il faut s'interroger pourquoi il est encore là. C'est me dire qu'il est là parce que il y a une répression, parce qu'il y a une fraude, parce qu'il ne laisse pas les partis. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit qu'il y a la fraude? Une fois qu'on a dit le champ politique est verrouillé? Une fois qu'on a dit il ne laisse pas les partis s'exprimer dans la rue? Bon, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Et c'est pour ça que je suis un peu prudent quand j'écris.
j'écris un peu sur la situation politique, j'essaye de comprendre. Mais c'est que ces interrogations, je les ai trouvées nulle part. Je n'ai pas de réponse à ces interrogations. Toutes les réponses que je lis, à droite et gauche, sont des réponses de type, je dirais, policière ou politicienne. Les services, la police politique a verrouillé. Les services sécurité ont fait ceci. L'administration manipule les urnes. Bah, mais dans d'autres pays, j'ai vu le Burkina Faso, on a magouillé les urnes, la population est sortie. Est-ce que les Algériens sont moins conscients que le Burkina Faso? Pourtant, ils ont une conscience politique. Oui, ils ont une histoire derrière. Oui. J'ai vu qu'au Zimbabwe, les gens sont sortis pour dire à Mugabe, bon, c'est terminé, tu t'en vas. Je n'ai pas vu la même chose en Algérie. Pourquoi ils ne sortent pas? Ils ne sortent pas, moi je pense, parce que une partie de la population le soutient. Je pense qu'il y a une partie de la population que le soutient, notamment dans les campagnes, et notamment les islamistes. C'est une force, les islamistes. Même si je ne parle pas des frères musulmans. Les musulmans. Les frères musulmans, ceux qui ont fait un accueil formidable à Erdogan dernièrement à Alger, et les partisans d'Erdogan, eux, ils sont contre Bouteflika. Ils sont organisés en partie, le mouvement, le Hamas algérien, il s'appelle plus Hamas, lui milite avec l'opposition laïque contre Bouteflika. Mais ce parti islamique, ils sont 4, ils sont tous présents à l'Assemblée nationale. Donc il y a une pluralisme politique. Oui, ils sont présents à l'Assemblée. Il y a une liberté de presse. Oui. Même si on voit déjà sur Internet. Oui, même si parfois il y a des dépassements, il y a une répression contre des journalistes. Elle existe, la répression. Contre des internautes, contre des gens isolés, contre certains journaux, ça, elle existe. Elle existe, il ne faut pas la nier. Ce n'est pas un régime démocratique, ce n'est pas non plus un régime autoritaire. On est dans la zone grise. Il y a un parlement, les islamistes tendance frères musulmans sont présents au parlement. Mais ils ne sont pas la majorité. Ils ont appelé à manifester dans la rue. Mais personne, à part leurs fidèles, ils ne viennent pas. Ceux-là, avec des partis laïques, ont constitué ce qu'on appelle, en 2014, juillet 2014, ils ont constitué une espèce de coalition pour essayer de faire bouger les choses. La coalition n'a pas duré longtemps, elle a duré, je crois, 1 an, 2 ans, elle a pété. Et maintenant, ils sont partis aux législatives, chacun de leur côté. Le résultat, c'est que le FLN a remporté les élections avec... les élections législatives de 2016, 65% d'abstention. Sur le 35%, le FLN a récolté 1 600 000 voix qui lui ont donné 200 députés à la majorité. 1 600 000 voix sur un total d'inscrits de 23 millions. C'est-à-dire que le FLN majoritaire au Parlement ne représente même pas 10% de la population. 10% des électeurs. Des électeurs potentiels. 1 600 000 sur 24 millions d'électeurs. On fait la division et on ne trouve même pas 10%, même pas 0, quelque chose comme ça, 7%. En tous les cas, voilà. ils sont au pouvoir avec leurs règles de majorité. Ça veut dire que s'ils ont la majorité... C'est la proportionnelle, oui. C'est ce qu'on appelle la proportionnelle au plus fort... on donne un bonus pour le plus fort. Celui qui arrive en tête... Il a un bonus. Est automatiquement majoritaire. C'est comme ça que le FLN dirige la plupart des villes. Grâce à ce système même. Alors ce qui est amusant, c'est que les partis de l'opposition algérienne ne sont présents que dans les grandes villes du Nord. Le FLN et son clone, le RND, l'autre parti dont est issu le Premier ministre,
eux sont présents dans les 48 départements algériens, les 48 wilayas. Et ils sont seuls. Les islamistes n'ont pas de représentants, et donc grâce à ce système aux plus fortières, enfin au bonus, dans un département comme Ouargla, sud-algérien, où l'opposition n'existe pas, ils ont automatiquement 6-7 députés. Toute la liste. Et le FLN prend 5 députés, il y a par exemple 8 postes en jeu, et ça c'est aussi le découpage discutable. Hein. Il y a 8 postes en jeu, le FLN prend grâce au système de scrutin majoritaire, enfin en plus fortière comme on dit, prend 5 députés, son adjoint prend 3, et les autres ne prennent rien. Et quand on fait le résultat au niveau national, évidemment il a 200 députés. Comment on peut parler comment peut-on dire qu'il y a eu fraude? Non. Vous n'êtes pas présent dans la moitié. L'opposition n'est présente que sur un tiers peut-être des départements. Donc, on ne peut pas avoir élu. Donc même si le FLN perd dans les départements du Nord, il est majoritaire. Dans le pays. Il est majoritaire parce qu'il est présent. Il n'a même pas besoin de bourrage d'urne. Et ça, bon, je l'ai écrit dans la presse algérienne, je dis voilà le résultat. Voilà. Donc ce qu'il faut changer, c'est ce sur quoi il faut que les partis démocrates se battent. Il faut qu'ils se battent pour qu'ils aient... D'abord, il faut qu'ils s'implantent un peu ailleurs, qu'ils se battent pour avoir droit à l'expression, quitte à faire des manifestations de rue, et se battent pour qu'ils soient présents un peu partout. Et sinon, s'ils continuent à faire des déclarations, parce qu'aujourd'hui leur activité se limite uniquement dans des interviews à la presse algérienne, dans des déclarations sur les télévisions privées, mais dans la rue ne sont pas présents. Ou des meetings dans des salles de cinéma, mais ça c'est le pouvoir qui a effectivement verrouillé. Vous avez le droit de tenir des meetings, mais dans des salles fermées entre vous. Pas droit à la manifestation de rue. Et donc, sauf dans des régions où le pouvoir ne peut rien faire, comme en Kabylie. En Kabylie, le pouvoir ne peut pas empêcher une manifestation de rue, sinon c'est l'émeute. Donc c'est là voilà. Tout ce qu'on vient entendre. Normalement, c'est le dernier mandat de... Normalement, c'est le dernier mandat. On est à une année de l'élection présidentielle. Et là, c'est, à mon avis, hein, c'est le flou total. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas... Pour le moment. On a même interdit, il y a eu une mini-crise au sein du FLN, parce que je me demande si ce n'est pas un ballon d'essai d'ailleurs. Un groupe du FLN a voulu créer un comité pour un 5e mandat en faveur de Bouteflika. Et la direction du FLN s'est opposée et elle a même menacé de les traduire en commission de discipline, etc. Au prétexte, il faut attendre que l'intéressé se prononce lui-même. Intéressé, il ne parle pas. Je ne sais pas s'il va se prononcer. Hein. La réalité est triste, elle est comme ça. Donc, soit, si il est partant pour le moment, c'est le silence radio, mais tout porte à croire qu'il est partant pour un 5e mandat. Donc quel âge il a maintenant? 81 ans par là. Mais c'est sa maladie qui l'handicape le plus ça. Parce que le président tunisien, Khaït Sebsi, est beaucoup plus âgé. Il a 86 ans et il trotte comme un lapin. Hein. Voilà. Là, il trotte, il marche, il est partout, il parle. Donc lui, c'est surtout sa maladie qui l'handicape. Donc on dit qu'il est partant pour le 5e. C'est une maladie physique, c'est pas psychologique. C'est un AVC. Oui. Un AVC, oui, qui l'handicape sérieusement. C'est-à-dire, ça se voit dans... Oui. Il est obligé de céder d'un synthétiseur pour parler. Bon, voilà, ça a l'air d'être très sérieux quand je regarde à la télé. Donc, soit il part pour un 5e mandat, soit... Et c'est pour ça qu'on a dit à ce ballon d'essai qu'on a lancé, ce comité qui voulait lancer
groupe qui voulait lancer un comité pour un section mandat, on leur a dit de se taire, soit on se donne le temps de trouver quelqu'un qui réunisse le consensus autour de lui, parce que c'est un pouvoir où cohabitent plusieurs sensibilités. C'est-à-dire toutes ces sensibilités sont derrière Bouteflika. Mais chacun a une vision. Une vision. Il y a, oui, politique, vision économique, il y a ce qu'on appelle même. Il y a ce qu'on appelle, il y a les militaires qui ont leur mot à dire, et encore au sein de l'institution militaire, il doit y avoir aussi des sensibilités différentes. Au sein des cercles FLN, cercles politico-militaires, il doit y avoir aussi des clivages. Il y a les patrons qui pèsent aussi, qui ont aussi leur mot à dire. Il y a ces oligarques qui sont apparus. Et il y a, et il y a quand même les Algériens. Il faut quand même compter avec eux. Et qu'il faut convaincre. Donc s'ils ne se présentent pas, l'équipe dirigeant, avec différentes compositions, ils seront à la recherche de quelqu'un comme Je crois qu'ils sont en train, même voilà. Je pense qu'il doit y avoir des tiraillements sur la personne. S'ils avaient trouvé quelqu'un il y a longtemps, je pense qu'ils auraient réglé le problème de Bouteflika et que même lui-même aurait accepté de se retirer. Bon, vous avez trouvé quelqu'un, ok. Et donc, même son clan à lui aussi, il a un clan qui a son mot à dire. Oui, et à son qui frère. sont leur candidat, Saïd, non? Non, oui, il y a son frère, qui a son mot à dire dans la bataille. Je ne sais pas s'il est candidat, mais je pense que il doit y avoir une opposition quand même. Même si depuis quelque temps il cherche à se rapprocher des élites intellectuelles, de la société civile. Je pense que s'il a cherché à se rapprocher de la société, d'une partie de la société civile, des élites intellectuelles, comme à l'occasion de l'affaire Boujdar. Donc c'est une éventualité. Il n'est pas exclu que dans son entourage on y pense. Merci beaucoup Hassan Zarouki avec tout ce que vous avez dit. Eh ben merci. Oui. Voilà. En tous les cas, cette histoire n'est pas finie. Ah non, elle n'est pas finie. Elle est longue. Voilà. Elle est longue. On a été même un peu vite sur certains aspects. On a tardé sur d'autres, mais bon. On va revenir elle est complexe, sur ce sujet elle est loin d'être à l'autre occasion. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.